On s'est vu dans un atelier précédent, mais donc moi, c'est Alicia. Je suis actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine de la permaculture. Et du coup, ça fait à peu près 3 ans que je me forme un petit peu sur le tas en faisant des formations ici et là. Et, euh, et voilà, et donc ce soir, c'est l'occasion de parler de jardin-forêt et de permaculture et de voir un petit peu comment les deux concepts peuvent se connecter. Du coup, c'est un atelier ce soir. Donc, comme tu dis, Simon, moi, j'ai préparé une présentation. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter justement à poser des questions, à interrompre, à partager des idées, des expériences. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est important de dire que ce soir, c'est un échange avant tout. Moi, j'ai préparé un petit peu un PowerPoint avec comment je vois un petit peu les choses par rapport au jardin-forêt et à la permaculture. J'ai appelé cet atelier donc le jardin-forêt en permaculture, la permaculture dans le jardin-forêt, parce que j'ai trouvé vraiment intéressant de voir d'interconnecter ces deux concepts sous deux échelles différentes. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager un petit peu ce soir. Je vous propose déjà de commencer par introduire les concepts. Alors, c'est vrai que le concept jardin-forêt sur la plateforme Discord de l'école Forêt-Jardin, il y a énormément de discussions sur le sujet, donc je n'ai pas approfondi ce côté-là, parce que je pense que vous êtes déjà dedans, vous vous y connaissez déjà assez bien. Je me suis plutôt intéressée au concept de permaculture et de quoi on parle quand on parle de permaculture. Ensuite, j'avais envie de vous proposer de parler justement du rôle du jardin-forêt dans un système plus global de permaculture et d'aller un petit peu voir le rôle et l'interconnexion qu'il peut avoir le jardin-forêt avec les autres éléments du système. En troisième partie, du coup, l'idée, ce serait plutôt de zoomer complètement sur le jardin-forêt et de partir à la recherche des principes et des fondements de la permaculture au sein même du système jardin-forêt. Et puis après, une petite slide de conclusion pour finir. Super. Du coup, je commence juste par vous introduire rapidement le concept de permaculture pour savoir un peu de quoi on parle et sur quoi on se base. J'avais un petit peu envie de vous partager la première définition de la permaculture qui a été donc apportée par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 70 avec ce premier livre, la petite photo que vous voyez, dans lequel ils vont définir dès les premières pages la permaculture comme un système évolutif et intégré d'auto-perpétuation d'espèces végétales et animales utiles à l'homme. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai voulu trouver une définition un peu courte du jardin-forêt. Donc, je suis allée tout simplement sur Wikipédia parce qu'il y a plein de définitions du jardin-forêt, mais qui ont tendance à être très longues. Et du coup, j'ai pris la petite définition de Wikipédia qui dit que c'est un jardin créé selon le modèle de la forêt naturelle et qui a la particularité d'être composé d'espèces utiles à l'humain. Donc, j'ai trouvé ça rigolo parce que finalement, on se rend compte que quand même les deux définitions, elles sont hyper proches et que déjà, ils sont quand même assez faits pour s'entendre. Ouais, alors, Euh, si juste je peux. ouais, C'est que j'ai l'impression que d'un côté, on parle oui, plus bien d'un sûr. jardin et de l'autre côté, plus d'un système, quoi. Ouais, ouais, J'ai carrément. peut-être un peu Tout à simplifié, fait, mais. parce que c'est vrai que la permanence. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai que la première vision de permaculture de Bill Mollison, c'est une agriculture. Donc, c'est avec un objectif d'une production importante. Le jardin-forêt n'est pas forcément, enfin, peut-être pour une production, mais aussi pour simplement un jardin, comme tu dis, effectivement. Voilà, j'avais un petit peu envie de vous expliquer que dans ce premier livre de Bill Mollison et de David Holmgren, les auteurs, ils vont, dès les premiers chapitres, faire le constat que l'agriculture mécanisée, qui est donc liée au système commercial occidental, est très consommatrice d'énergie et fortement destructrice du sol en termes de fertilité et de qualité.
Et donc, il se propose justement de prendre le contre-pied de ça et d'aller chercher une agriculture qui va obtenir un grand rendement avec très peu de consommation d'énergie et avec une terre qui est respectée et qui est dans sa fertilité renouvelée continuellement pour avoir un système qui est permanent, donc agriculture permanente. Pour ce faire, ils vont aller s'inspirer de petits producteurs du monde entier et des petits producteurs également dans l'histoire. Ils vont aller faire des recherches dans des ouvrages plus anciens aussi. Et ils vont également aller chercher et observer les écosystèmes naturels et essayer de comprendre comment on peut les utiliser pour nos propres besoins. Du coup, avec toutes ces données qu'ils vont recompiler un petit peu, eh ben, ils vont définir la permaculture, ce système, comme un système qui doit respecter trois fondements. Le premier fondement, c'est prendre soin de l'humain, qui est effectivement nécessaire puisque c'est un système qui doit être pensé pour nous, sinon on ne l'entretiendrait pas. Un autre fondement, c'est prendre soin de la terre. Comme je vous l'ai dit, il faut que le cycle de production puisse se reproduire, donc il faut qu'on puisse compter sur une terre fertile continuellement et une nature abondante. Et enfin, partager équitablement les ressources, puisqu'effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un cycle de production se finit, si un des éléments du système a retenu des ressources, et ben, au cycle suivant de production, il va y avoir un manquement à un moment donné pour un autre élément. Donc en fait, le système ne peut être périn que si toutes les ressources sont équitablement distribuées pour que le cycle puisse repartir comme le précédent. À cela, ils vont ajouter de nombreux principes de conception qui sont en fait surtout des lignes directrices pour prendre des décisions dans la conception du système et pour vraiment vérifier qu'effectivement, on est dans un système de permanence. Donc, c'est vraiment des principes qui aident à valider le système. Et donc, c'est vrai que... Alors, il faut savoir qu'au début, il y avait 12 principes. Ensuite, avec le temps, ils ont été repris, il y a eu des variations, il y a eu des ajouts. Et franchement, c'est un vrai méli-mélo. Moi-même, je ne sais plus trop où sont les principes sur lesquels tout le monde est d'accord. Mais en gros, on va dire qu'il y a une vingtaine, au moins une vingtaine de principes aujourd'hui. Moi, dans la présentation, vous verrez si on arrive jusqu'au bout, je nomme pas mal de principes qui, pour moi, dans la pratique à moi, ont beaucoup de sens, mais ça ne veut pas dire qu'ils y sont tous. Donc vraiment, dans cet atelier, moi, j'ai amené certains principes pour vraiment comprendre qu'il y en a d'autres et que ce serait intéressant également d'aller les regarder un petit peu. Et juste pour finir, pour la définition de la permaculture, ben bien comprendre qu'aujourd'hui, près de 50 ans après cette première définition, et ben, tous ces principes et toute cette méthodologie, elle a été appliquée à plein d'autres domaines par plein d'autres auteurs, notamment dans les domaines de la gestion de l'habitat, des déchets, de l'eau, dans des démarches de transition personnelle, dans des démarches de création de collectifs également, ou encore dans des démarches de parentalité positive. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, c'est quelque chose dont je peux parler parce que c'est quelque chose que je vis tous les jours, puisque je suis maman de 3 petits garçons. Et je dois avouer que la permaculture m'a beaucoup aidée à un moment donné, à plusieurs moments, à trouver ma parentalité, à me guider dans mes décisions et à sentir que vraiment, euh, j'avais la bonne démarche pour également me trouver en tant que maman. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance, enfin, on définit aujourd'hui la permaculture comme une méthodologie globale de conception de société humaine et soutenable. Voilà, ça c'était la partie juste pour introduire le concept de la permaculture. Du coup, voilà, si vous avez, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est ce que vous aviez en tête ou pas du tout, ou d'après vous, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, ou sinon on peut passer à la suite. Bah, moi, c'était si tu as un exemple, par exemple, de cas pratiques que tu as mis en place inspiré de la permaculture, un exemple qu'on pourrait donner, par exemple.
Dans quel domaine, du coup? Parce qu'il y a tellement de domaines. Bah là, Tu veux un domaine en particulier? ouais, ouais, je sais pas, c'est vrai que tu parlais du coup, dans ton cadre familial, de choses que tu as pu mettre en Oui. place. Par exemple, tu aurais un exemple à donner? Ouais, alors effectivement, dans ma vie de famille, c'est devenu de plus en plus important pour moi la permaculture. Par exemple, ben, quand on sent qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses, il y a des fractures au niveau du lien entre les membres de la famille, je vais utiliser un des concepts que j'adore beaucoup, un des principes de permaculture qui dit, vous allez le voir tout à l'heure, je vais le redire, dit un élément a toujours plusieurs fonctions et une fonction est toujours remplie par plusieurs éléments parce que sinon il y a un déséquilibre en fait. Et donc souvent, c'est presque une bêtise que je vais te dire, mais c'est tellement vrai. Et ben, quand il y a des tensions comme ça, j'analyse un peu notre vie de famille, notre quotidien, et je me rends compte que c'est souvent parce qu'il y a un de nous qui a pris en charge une fonction de manière complètement indépendante, et du coup, bah, elle est submergée par ça, par cette tâche-là, et les autres l'aident pas. Donc, en fait, il faut revenir à un système où eh bien, un élément de la famille doit avoir plusieurs fonctions. C'est pas le même qui va toujours cuisiner, c'est pas le même qui va toujours faire les câlins aux enfants, c'est pas le même qui va toujours faire le coucher. Ce genre de choses, ça m'a quand même aidé juste à me poser et analyser vraiment notre système familial comme un système de permaculture et un petit peu à réparer à réparer les choses et à revenir sur un système familial qui fonctionne mieux. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible, Ouais, si complètement, ouais, c'est clair. super. Merci, ouais, merci. Avec plaisir. Alors, si vous êtes OK, on peut passer au jardin forêt dans le système de permaculture. Salut sur l'environnement. J'avais très envie de vous dire ce soir que On est en live sur plus je me forme en Discord et permaculture, et c'est vraiment une sur réalité YouTube pour moi, pour voir la plus le présentation jardin du coup forêt de prend de thème. la Du coup, place. c'est Et a jardin, un rôle forêt et qui me permaculture. semble vraiment incontournable aujourd'hui dans un système de permaculture, notamment vivrier. Pourquoi je dis ça? Parce que avec le temps, j'ai appris et compris que le jardin forêt peut avoir énormément de rôles dans un système de permaculture et qui peut vraiment être connecté à tous les autres éléments de manière complémentaire et cohérente. Du coup, c'est un peu ce que je vous ai présenté par la suite. J'ai vraiment voulu vous présenter, enfin, oui, vous montrer les fonctions que je, que je vis et que j'imagine aussi, parce que certains, je ne les ai En pas toutes commentaire, je testées, mets le lien du coup mais pour le live que j'envisage YouTube. pour le jardin forêt dans un système global N'hésitez de permaculture. La première fonction du jardin forêt, c'est forcément la plus connue, c'est celle dont on parle tous. Donc c'est celle qui est la plus évidente en réalité. C'est la production de nourriture et de plantes médicinales pour nous, l'homme. Mais je pense que ce qu'il était vraiment important et intéressant de noter là, c'est que le système jardin-forêt, par rapport à d'autres éléments du système qui vont apporter les mêmes choses, puisqu'un potager peut tout à fait apporter de la nourriture, des plantes médicinales, un verger, etc., et d'autres systèmes, ça peut être aussi l'apiculture, hein. Il y a plein d'autres systèmes qui peuvent apporter ce genre de production. La différence du jardin-forêt et la complémentarité, j'ai envie de dire, du jardin-forêt là-dedans, c'est d'apporter une grande diversité de production avec extrêmement peu d'entretien, une grande résilience face aux changements de type extrême climatique ou autre. Et surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est une temporalité de production qui est différente des autres. Je pense notamment au potager où on va avoir en fait une production dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, en tout cas dans l'année, alors que pour un jardin forêt, la mise à fruit peut parfois prendre plusieurs années. Et du coup, je trouve ça assez sympa de réfléchir à un échelonnage des productions en complémentarité avec des systèmes qui ont des temporalités différentes. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur ce point-là. Je ne sais pas si j'avais un peu envie de poser la question à ceux qui sont là, parce que moi j'ai un jardin forêt qui est pas mature en fait, que j'ai planté il y a un an, donc les arbres et les plantes sont petites. J'ai également un potager, mais voilà, j'essaye d'envisager les choses sous cette forme-là. Est-ce que
Les personnes qui sont ici et qui font le jardin-forêt ont également, par exemple, un potager. Est-ce que c'est quelque chose qui est complémentaire ou est-ce que c'est juste, faut choisir jardin-forêt ou potager? J'aimerais bien avoir le retour des gens qui sont là. Ça m'intéresse. Pour moi, c'est complémentaire, mais après, voilà, le potager est plus contraignant que le jardin-forêt en soi. Donc après, il faut se limiter à ce qui fonctionne super bien chez soi. Là, ça va être plus les tomates, d'autres plus les courges, d'autres plus bon, je sais pas, les melons, peu importe. Mais il faut faire aussi avec son sol et s'adapter. D'accord. Ouais. Après, pour ma part, je suis du coup allé voir Rémi Kulik, là, Jardin des Merveilles, qui du coup travaille beaucoup avec des plantes vivaces, Mhm. potagères. Et c'est vrai que lui, il les a inclus en fait dans des espèces de guildes avec les arbres fruitiers, etc. Il a composé un peu autour. Et à la fois, il a des zones aussi plus potagères. Donc en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est plantes potagères annuelles est bah, plus vivace du coup, ce qui est plus cohérent avec le jardin-forêt dans un souci d'avoir des cultures plus pérennes. Bah, on peut carrément les intégrer dans des espèces de guildes ou dans le jardin-forêt même. C'est complémentaire, ouais, carrément, carrément, carrément. Je crois que je le disais aussi plus tard, mais ça me fait penser à ça. Dans le livre de Martin Crawford, il évoque la possibilité aussi d'ouvrir une clairière pour planter des annuelles au milieu du jardin-forêt et faire un potager carrément au milieu du jardin-forêt. Ouais, bah finalement, c'est une des strates du jardin-forêt, quoi. Les plantes potagères font partie intégrantes d'une des strates, quoi. Herbacées, potagères. Après, je pense que la différence, c'est la, la, la gourmandise, entre guillemets, en nutriments, qui est forcément plus élevée pour certaines plantes potagères, comme les tomates, concombres, qui ont besoin d'un apport important en azote et en compost. Et pas forcément le cas peut-être pour des plantes pensées pour des jardins-forêts. J'imagine que ça, c'est une différence qui aujourd'hui justifie le fait qu'on les sépare. Ouais. Il y a le Euh, fait qu'on les sépare et question aussi d'entretien, d'autonomie. Le jardin-forêt, il vise plutôt carrément. à une culture pérenne, quoi, avec le moins d'intervention possible. Et c'est sûr que bah, tout ce qui est Oui, tomates, etc., ça demande à les semer, à les planter chaque année, à les arroser. Donc ça va légèrement, je trouve, hein, pour ma part, je trouve que ça va un peu à l'encontre de vers où on veut aller, quoi. Mais après, tout est possible, oui, hein. oui, j'entends. J'entends. Non, non, mais c'est bien de noter les différences, justement, des éléments et leurs avantages et leurs inconvénients, hein, parce qu'il Ouais, peut y en avoir des deux côtés. ouais. Une deuxième fonction du jardin-forêt qui est importante d'évoquer, c'est une connexion directe avec la gestion de l'habitat, dans le sens où le jardin-forêt peut fournir des ressources de type vannerie ou bois d'œuvre ou encore bois de chauffage, avec évidemment des stratégies de gestion durable du bois. Ça peut être des tailles en trogne d'une partie du jardin-forêt qui permettrait de récupérer du bois. Ça peut être une gestion du bois mort. Et même, pourquoi pas, si on pense un peu sur le versant syntropique, ça peut être une perturbation franche une coupe franche à un moment donné d'une partie du jardin pour récupérer à ce moment-là du bois de chauffage pour l'habitat. Donc ça, c'est quand même une fonction qui est quand même assez souvent envisagée, je trouve, dans un système de permaculture pour le jardin-forêt. Il me semble, Simon, que dans la formation qu'on a fait de trogne, Nicolas disait qu'il arrivait justement avec des techniques de trogne à récupérer des bûches pour le chauffage. Euh, Ouais, ouais, tout à fait. Bah, de- c'est adapté, comme tu le disais, qu'il y ait plusieurs fonctions. J'ai plus la phrase exacte, mais qu'il y ait plusieurs fonctions. Mais du coup, l'arbre
il va pouvoir produire en faisant des trognes, effectivement des bûches du fait du diamètre des rejets qui vont émerger au bout de 2-3 ans. Bah, en fait, ça fait un diamètre parfait pour les bûches et pour faire du chauffage, quoi. Ouais. Je continue avec également une connexion avec à nouveau le potager et des systèmes d'apiculture. Le jardin-forêt peut complètement apporter du matériel pour le potager, de type paillage, de type biomasse, type tuteur. Et également, ce que je trouve très intéressant, je ne l'ai pas forcément fait dans la pratique, mais je l'ai entendu plusieurs fois dans mes formations, le fait que le jardin-forêt puisse servir à être un ensemenceur de fertilité de terre, puisque en fait, quand le jardin-forêt arrive à maturité, il contient dans sa terre un équilibre de micro-organismes, de champignons qui a atteint une maturité et une grande fertilité. Et du coup, on m'a déjà suggéré d'aller chercher un échantillon de terre dans des jardins-forêts qui sont matures et d'aller ensemencer comme ça la terre du potager ou la terre du verger pour accélérer un peu la mise en fertilité de cette terre qui est un peu plus travaillée et un peu moins, à ce moment-là, en tout cas, un peu moins fertile. Donc, je trouvais ça intéressant à dire. Et également pour l'apiculture, ben, c'est vrai que le jardin-forêt peut être complètement pensé avec des végétaux mellifères qui sont intéressants pour la production de miel et ça peut être un réel outil dans un système d'apiculture voilà, pour lequel il serait pensé pour un système d'apiculture. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Bah, la forêt gourmande, du coup, ils sont en train de tester des ruches, justement, D'accord. ouais, pour faire du miel du jardin-forêt, du coup, du vieux jardin-forêt, enfin vieux, qui a au moins une bonne dizaine d'années. Donc j'imagine que bah, le miel, du coup, doit être vachement savoureux de toutes ces fleurs qui va butiner. Après, j'y connais pas grand-chose en apiculture, mais effectivement, ça peut être super intéressant. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de miel de jardin-forêt, quoi. Mm. Bah, après, il y a le miel mélange de fleurs, ça peut être un peu tout, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas si là-bas, ils ont sélectionné peut-être des végétaux en particulier, comme les acacias ou les châtaigniers, peut-être. Je sais pas Ouais. Non, comment bah, ils je ont crois que conçu ça. Ça peut être... j'ai pas posé la question spécialement, mais je sais que qu'il est à proximité, quoi, que la ruche est à proximité, donc je sais pas trop ce que ça va donner. C'est des tests. Bon, on n'achète pas les échantillons. Ouais, voilà, on goûtera tout ça. On le On goûtera tout ça. goûte. Ouais. Ok. Du coup, je continue avec une fonction qui peut être très importante. Euh, On peut également réfléchir au jardin-forêt de par son emplacement comme un outil de brise-vent. Je pense notamment dans une démarche de protéger un potager ou une maison qui est très exposée au vent dominant. L'emplacement du jardin-forêt et sa structure d'ailleurs peut complètement être réfléchi dans ce sens. Salut, Également, Jean-Christian. ça peut être réfléchi N'hésite pas à nous rejoindre, pour on est en live optimiser ses avec effets nous. de bordure. Alors, l'effet de bordure, c'est quelque chose qui est très utilisé en On permaculture. fait un Je vais faire atelier, un petit aparté pour bah, t'as le l'expliquer. lien soit sur YouTube, En soit fait, un effet de bordure, c'est sur une Discord. interface On entre fait deux un milieux. atelier du coup Il faut sur comprendre qu'il y a un milieu permaculture et 1 jardin qui forêt. va avoir un certain nombre de conditions et un milieu 2 qui va avoir donc d'autres conditions. Et à l'interface, on considère en gros que on réunit toutes les conditions des deux milieux. En gros, c'est le meilleur des deux mondes. Sur cette interface, on a vraiment une optimisation des conditions et on va pouvoir y produire et y faire pousser des végétaux qu'on n'aurait pas pu faire pousser dans le milieu 1 ou dans le milieu 2. Comme exemple, c'est l'exemple le plus classique, ce serait la mare. C'est-à-dire que si par exemple on va euh, planter un jardin-forêt près d'une mare, et bien tout en bordure de cette mare et de ce jardin-forêt, on va bénéficier d'une zone humide dans laquelle on va pouvoir
produire des végétaux qu'on n'aurait pas pu produire en plein milieu du jardin-forêt, mais qui va bénéficier des deux conditions. Ça peut être également réfléchi. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai testé, hein, par contre, c'est de la théorie. Mais voilà, ça peut être aussi l'optimisation près d'un champ de pâturage d'animaux, par exemple, en y mettant toute une haie fourragère tout au long du jardin-forêt afin que les animaux puissent s'en nourrir et puissent perturber également un peu en mode syntropie cette partie-là du jardin-forêt et aller également le fertiliser. Voilà, il y a des tas d'exemples qui peuvent être donnés sur cet effet de bordure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup en permaculture. Je pense que c'était important d'en parler. Également, un outil pour créer des microclimats. Il faut imaginer par exemple que si on crée un jardin-forêt, par exemple en fer à cheval, on va au milieu de ce fer à cheval, s'il est exposé côté sud, créer un amas de chaleur, une concentration de chaleur. Ou à l'inverse, si on le fait dans l'autre sens, côté nord, ça va être plutôt une génération plutôt d'ombre et de fraîcheur. Voilà, on peut vraiment imaginer la structure et la forme même du jardin-forêt de manière à créer des microclimats pour le reste du terrain. Donc ça, c'est vachement important parce que c'est des choses qui sont très reprises dans les systèmes de permaculture. J'avoue que moi, j'ai un petit terrain, donc c'est assez difficile à reproduire et à tester. Donc je ne sais pas si vous, ça vous parle. Moi, je veux bien avoir des exemples pratiques. Je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissiez déjà l'effet de bordure? Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est le côté fer à cheval, ça, je vois pas trop. C'est quoi, en fait? Le côté fer à Ouais, pourquoi? En fait, parce que enfin, souvent, on le reprend ça dans les buts de permaculture. On fait souvent des buts qui sont en rond par rapport au versant sud ou au versant nord. Et en fonction du côté où tu es de la butte, si tu veux, tu n'as pas la même microclimat. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou pas? ouais, ouais, Voilà. d'accord. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'avec une structure du jardin-forêt en fer à cheval, tu vas créer forcément à un moment donné des accumulations ou des concentrations de chaleur ou même de la protection vis-à-vis du gel, par exemple. Ça peut être ça aussi, tu vois. Et tu vas pouvoir y cultiver des choses avec des microclimats sur les bordures que tu auras créées, quoi. Après, voilà, encore une fois, ça, c'était pas quelque chose que j'ai testé. Je donne la théorie. Je pense que ça se fait vraiment sur des grands terrains, honnêtement. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Sylvain nous dit, pareil, sur 400 mètres, difficile de faire beaucoup de bordure. Et Meggy, qui connaît l'effet de bordure, et qu'elle travaille en îlot cordon, plutôt qu'en grosse Ouais. patate. 2700 mètres carrés. Voilà, donc ils sont dans le chat là. Et entre les zones Ouais, potagères ouais, et la maison, on peut mettre des orangers. Ouais, effectivement. Mais intéressant, ouais, ben, tu- ce design de fer à cheval là, ça peut être super intéressant. J'en connais pas trop des projets comme ça. Comme je t'ai dit, à une échelle différente, c'est vrai qu'on le fait souvent sur les buts de permaculture. Je sais pas si tu as déjà vu comment ça s'appelle? Les mandalas. Les jardins mandalas, c'est un peu l'idée aussi, tu vois, Ouais, 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 qui sont effectivement, effectivement, effectivement. Ouais, ouais, je vois. voilà. Et du coup, c'est ça à plus grande échelle, quoi, pour un jardin forêt, quoi, Ouais, dans ouais. l'idée. Et puis ça crée des formes. Dès qu'on prend de la hauteur là en satellite ou en drone ou quoi, ça fait des trucs super jolis quoi. En plus, c'est un côté Carrément, au esthétique, un niveau côté esthétique. esthétique, ouais. Ouais. Ah ouais, carrément, carrément. Alors, du coup, je voulais vous parler d'une autre fonction. Pour le coup, celle-ci, j'en ai l'expérience, enfin, en tout cas, de mon petit jardin-forêt. Du coup, alors, euh, il faut savoir qu'en permaculture, on essaye évidemment de gérer l'eau.
et notamment de tout faire pour stocker l'eau sur un terrain et pour la ralentir, pour avoir une terre qui est hydratée évidemment. Euh, en, ça me parle beaucoup en tout cas pour les terrains en pente et moi j'ai notamment un terrain en pente, donc il y a 25% de pente. Et donc j'utilise énormément de stratégies pour ralentir l'eau du ruissellement et la stocker. Alors le jardin-forêt n'est pas la seule stratégie, hein, il y en a beaucoup d'autres en permaculture. Vous avez dû entendre parler des baissières, de mettre également des mares, également des récupérateurs d'eau de pluie, etc. Donc moi j'ai un peu toutes ces stratégies-là. Et j'ai rajouté également la stratégie du jardin-forêt. Pourquoi elle fait partie pour moi de cette catégorie? Parce qu'avec tout le système racinaire en fait des arbres et tout l'humus qui va être créé par les arbres qui perdent leurs feuilles, etc., toute cette biomasse qui va se transformer en mulch et en humus, et ben, je vais obtenir une vraie éponge en fait. Et donc l'idée c'est que l'eau puisse s'infiltrer beaucoup plus facilement dans la terre et non ruisseler et que je puisse et donc qu'il y ait cette terre éponge en fait pour vraiment aller garder l'eau sur le terrain. C'est également pour moi une vraie stratégie anti-érosion. En fait, j'ai décidé de placer mon jardin-forêt tout en bas de mon terrain parce que j'ai un grand talus qui me sépare du voisin et depuis 2 ans, je constate vraiment que je perds du niveau et donc j'ai vraiment choisi également de placer mes arbres là pour infiltrer l'eau, mais aussi pour pouvoir retenir toute cette terre que je suis en train de perdre. Donc là, c'est vraiment, ça peut être un outil, je trouve, très important grâce à ces deux fonctions-là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous n'avez pas des questions là-dessus, je continue avec une autre fonction. Alors celle-ci, je pense que c'est... il y a pas mal de controverses d'après ce que je comprends et d'après ce que j'ai pu voir sur le forum, sur la plateforme Discord, il y a eu pas mal de discussions sur la place des animaux dans le jardin-forêt. Du coup, je me permets juste de partager ma propre expérience là-dessus. Donc, j'ai considéré qu'une des fonctions du jardin-forêt, ça peut être une zone de repos et de fourrage pour les animaux. Alors évidemment, je n'inclus pas des animaux qui vont être destructeurs du système, comme par exemple une chèvre. Hein. Clairement, ça ferait pas mal de dégâts. Mais de mon expérience, ça marche très bien pour les poules. Alors je vous en parle parce que ça a été une vraie solution pour moi, le jardin-forêt, par rapport aux poules. Parce que j'ai des poules depuis à peu près 2 ans. Et donc elles comptent que sur moi pour les nourrir. Donc au niveau graines, au niveau déchets verts qui leur permettent d'acquérir des vitamines, des minéraux, etc. Et du coup, c'était une vraie charge mentale pour moi. Et quand j'ai créé mon jardin-forêt, je me suis dit non, je vais mettre des plantes qu'elles vont picorer, qu'elles vont brouter. Et donc, j'ai fait en sorte de sélectionner plusieurs plantes comme ça. Et du coup, je les vois. Bon, les plantes, il y a eu des petits dégâts, effectivement, quand j'ai tenté des semis, elles sont allées gratter, elles m'ont sorti les graines, mais finalement, les semis s'en sont quand même sortis. Mais du coup, aujourd'hui, je les vois picorer, je les vois se nourrir un petit peu. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un vrai soulagement de me dire, ah ben, si j'ai oublié de leur donner à manger, si j'ai pas pensé à leur donner les déchets, les épluchures de légumes ou quoi, eh ben, elles ont cette source-là, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Elles ont vraiment une source saine de nourriture qui fait qu'elles peuvent survivre toutes seules, sans moi. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant de le vivre également de cette manière. Voilà, donc les poules, pour moi, c'est OK. Je ne sais pas si vous avez des expériences similaires. Je ne vois pas la discussion, je suis désolée, je reviens sur le Discord. Voilà. Ouais, je regarde en même temps. C'est vrai que pour tout ce qui est installation du jardin-forêt au début, alors pour le coup, Fabrice Desjours, lui, il sépare un peu le jardin-forêt et tout ce qui est agroforêt, système agroforestier, avec des plus grands arbres, de ce que j'ai compris, ce que j'ai pu voir,
que ce soit des châtaigniers par exemple, des choses comme ça, avec quelques strates un peu plus basses. Et dans ces systèmes-là, c'est plus simple du coup d'installer des, euh, des poules ou des animaux que dans un système purement de jardin-forêt où on va mettre toutes les strates et du coup ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Dans le chat, entre la zone Le potager et chat. la maison, on peut mettre des... Ah oui. Qu'est-ce que tu as sectionné pour tes poules? Ici, les poules ne sont pas Ah oui, pardon. autonomes en nourriture. Alors, c'est pas de la 100% autonomie, hein, je leur donne quand même des graines, hein, à côté, mais c'est vrai que pour tout ce qui est côté, un peu, matière, verte, hein, j'ai quand même, mis des plantes qui leur convient. Je les vois picorer la menthe, je les vois picorer l'arbre à faisan, je les vois sur l'origan, elles aiment aussi les blettes, tout ce qui est poirées, hein, les poirées rouges que j'ai plantées. Les épinards, l'oseille perpétuelle, je suis pas sûre qu'elles le prennent, mais les épinards, c'est sûr. Alors les épinards, c'est vrai que c'est potager aussi, mais ça se ressème facilement, donc je pense que dans le jardin forêt, c'est vrai que pour le coup, je leur en ai planté rien que pour elles, les épinards. Je sais pas si ça rentre dans le jardin forêt, mais je pense que c'est vu que ça se ressème assez facilement tout seul, je pense qu'on peut le considérer ok dans le système. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. J'ai un tout petit jardin forêt. Et puis je pense qu'elle profite aussi simplement des vers de terre qui sont là. Ça aide un peu. Donc voilà, c'est pas de l'autonomie totale pour les poules, hein, mais pour moi, c'est une sécurité, quoi. En plus, pour elles. Ouais. Et ça fait des œufs aussi, j'imagine. Et ça fait des œufs. Et je me dis que mes œufs sont encore meilleurs parce que du coup, elles sont allées picorer les bonnes plantes. Ouais, ouais, ouais. Au naturel. Mélie, elle est... Ouais, carrément. Carrément. Bah, c'est vrai que quand j'en ai acheté, je me suis renseignée auprès d'une véto qui m'a dit il faut donner des compléments de vitamines et tout. J'avoue que, bon, voilà, déjà, ça coûte énormément d'argent. C'est un budget et donc, c'est vrai que le jardin forêt m'a apporté cette sécurité-là pour les poules. Alors, je regarde ce qu'écrit Meggy. On parle des chats, du coup, et des oiseaux, effectivement, qui peuvent mettre un peu de dégâts, quoi. Ouais, oui. Moi, les chats, j'en ai pas, mais chez d'autres personnes, ils grattent apparemment beaucoup le paillage. Ça a l'air de faire quand même pas mal de dégâts aussi. Ok. Bon, je vais peut-être revenir sur la presse s'il n'y a pas d'autres questions. Lui revient. Et voilà. Et comme autre fonction du coup du jardin forêt, la dernière que je voulais vous présenter ce soir. Mais je vous avoue que j'y tiens beaucoup à celle-là aussi parce que pour moi, ça peut réellement représenter un lieu de loisir et de détente pour toute la famille et en particulier pour les enfants. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de jardin-forêt, on parle souvent de terrains assez importants. J'entends souvent un tel a créé un jardin-forêt de 7 hectares, etc. Et c'est souvent des personnes qui en ont fait leur métier. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt, j'ai fait un tout petit jardin-forêt et j'avais vraiment envie, au contraire, qu'il s'intègre complètement dans notre quotidien et notamment dans notre vie familiale. Et du coup, pour l'instant, j'ai créé 3 grosses guildes. En gros, j'y ai mis tout autour des bordures en bois. C'est du bois qui est posé là, hein, c'est des morceaux de bois juste posés pour bien montrer aux enfants qu'il y a une limite et qu'il ne faut pas aller jouer à l'intérieur. Mais par contre, je les ai disposés de manière un peu irrégulière, de manière à ce qu'en fait, ça passe comme un circuit. Et c'est marrant parce que depuis cette année, ben, c'est le circuit adrésienne de mes enfants. Et ils y sont tout le temps. Ils font des tours et des tours autour des guildes. Et en plus, ce que je trouve génial et ce que ça nous a vraiment apporté en plus, c'est que ben, je leur ai un petit peu appris quelles plantes sont comestibles, les feuilles qu'ils peuvent manger, etc. Et je les vois de manière complètement autonome se servir assez régulièrement, une feuille par-ci, une feuille par-là, un fruit.
Actuellement, ils sont à fond sur la menthe. Ils adorent manger les feuilles de menthe. Ils mangent pas mal de framboises, de fraises. Ils vont picorer, ils ont beaucoup picoré dans le potager les petits pois et les fèves, mais vraiment, ça, c'est vraiment autonomie totale pour les enfants. C'est-à-dire que c'est pas moi qui les incite. Et je vous avoue que, un peu pareil, ça m'a enlevé une charge mentale de me dire au repas, il va falloir que je les force à manger leurs légumes. Je me dis, finalement, ils ont pioché dans le jardin déjà des petites choses. Et de plus en plus, donc plus mon jardin grandit, plus ils vont avoir le choix et la quantité pour d'autant plus partir à la cueillette pour leurs propres besoins. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait, de penser au jardin forêt sous cette forme-là, comme une forme de petit labyrinthe pour les enfants, de découverte, des saveurs, etc. Donc ça, c'était un point vraiment important pour moi et je me dis que peut-être qu'à terme, les jardins forêts à petite échelle pourront être intégrés au quotidien de monsieur et madame tout le monde en fait. Pardon, je reviens sur le Discord pour voir si vous me parlez sur le chat. Non, j'ai pas de questions. Mais ouais, non, mais c'est intéressant ce côté loisir. Puis pour les enfants, quoi. C'est vrai que. Puis il y a beaucoup d'enfants aussi, je pense, qui ont du mal avec certains aliments. Il y a des âges où c'est peut-être un peu compliqué la nourriture. Enfin, certains aliments. Donc le fait qu'ils aillent piocher comme ça eux-mêmes, aller trouver leur goût, quoi. Et puis, je trouve il y a un côté un peu éducatif, culinaire, quoi. Je trouve. Carrément. Carrément. Et bizarrement, enfin, mais je pense que les miens, c'est pas les seuls à faire ça. Mais je leur présente les mêmes choses dans leur assiette, ils ne le mangent pas. Mais vraiment, les mêmes feuilles que je suis allée cueillir, je les mets dans leur assiette, ils ne les mangent pas. Ah C'est ouais. vraiment. Ouais, non. Je sais que par exemple, le raisin, ils peuvent laisser la grappe pourrir si elle est cueillie dans un saladier à l'intérieur de la maison. Mais par contre, s'ils la trouvent sur la vigne, ils vont la finir très rapidement. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont toujours fait ça. Et je pense que ce pas les seuls. Ouais, il y a un côté jeu, un côté exploration, je sais pas, ouais, c'est vrai, c'est marrant. Et oui, oui, exactement. Je pense que c'est le fait aussi qu'ils découvrent par eux-mêmes en fait quand ils cueillent. Alors que quand c'est le parent qui propose, il y a quand même, soit s'ils sont dans une phase d'opposition, clairement, ils vont s'en servir pour s'opposer aux parents, hein, puisque c'est naturel de s'opposer à son parent. Donc, je pense que le côté cueillir par soi-même, à ce côté-là, d'apprendre par toi-même aussi, et de choisir pour soi. C'est vachement important. Alors, je lis ce que Meggy nous dit. Quand j'étais petite, je faisais des potions ou ragoûts de feuilles, comme mes parents n'avaient pas trop de connaissances. Interdiction formelle d'en manger. Oui, oui, tu fais bien de te venger maintenant. Super. Ah oui, pour Carrément, c'est une super idée d'organiser. ouais, Oui. le Alors, genre. c'est vrai que je l'ai. Pardon. Non, non, j'allais dire la phrase pour ceux qui voient pas le chat. Le jardin forêt est idéal pour organiser un anniversaire sur le thème aventurier. Ouais. Carrément. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais alors, c'est pas sur le jardin forêt tout jeune que j'ai planté, mais mon terrain était déjà arboré avec de très vieux arbres. Et clairement, on a mis tyrolienne direct. Parcours ninja, donc pareil pour monter dans les arbres, c'est top quoi, comme concept, les enfants adorent. Effectivement. Je reviens sur la présentation. Du coup, si vous avez d'autres idées qui vous viennent par rapport au rôle du jardin-forêt, par rapport à un système de permaculture, n'hésitez pas. Sinon, on peut passer à l'autre partie de la présentation. Je vous laisse me dire, mais je crois que c'est OK pour vous. OK. Du coup, la troisième partie, c'est d'aller voir les choses un petit peu autrement et de zoomer uniquement sur le système du jardin-forêt
et d'aller y chercher la permaculture. Alors, bon, la réponse, elle est quand même assez évidente. Le jardin forêt, par définition, en fait, ça va être un écosystème producteur et résilient. Donc, clairement, c'est un système qui est de la permaculture. C'est un système de permaculture pour moi. Du coup, je suis allée un petit peu à la recherche des fondements et des principes de la permaculture dans le jardin forêt. Et c'est ce que je vous ai présenté ensuite. Tout d'abord, Excuse-moi, pour reprendre, Alicia, bien ouais. sûr. Il y a juste Meggy, du coup, qui a un peu... A-t-on parlé de l'aspect pédagogique, partage et apprentissage, du coup? Pas trop, mais c'est vrai qu'on pourrait rajouter qu'est-ce que tu en penses? Rajouter cette corde aux Je fonctions, du reviens. coup? Oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord que ça peut être un lieu de formation et d'apprentissage. Ah ouais, carrément. Bah, ça Ça fait l'est déjà, je pense. Il y a beaucoup d'exemples. ouais, ça fait le lien, du coup, avec la nourriture, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, désolé, on t'a coupé, Carrément, je mais le c'était rajoute. la petite... Non, non, t'inquiète. C'est tout le but. Je me le note et je le rajouterai du coup dans Ouais, la carrément. présentation qu'on mettra. Parce que je Merci. pense qu'après, on le mettra sur Discord. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, on rediffusera ça. Merci Meggy pour le complément. Ok. Euh, ok, ben je reprends, mais il n'y a pas de souci pour m'interrompre, hein, c'est l'idée. Du coup, ben on retrouve, si on reprend les trois principes de la permaculture, ben en fait, on les retrouve vraiment dans le système jardin-forêt. Tout d'abord, prendre soin de l'humain, ben effectivement, en même temps, le jardin-forêt, il est quand même pensé pour l'humain et pour combler plusieurs de nos besoins, nourriture, chauffage, plantes médicinales, etc. Prendre soin de la nature, ben, c'est tout le concept en fait du jardin-forêt ici, puisqu'il utilise, maintient et reproduit les interactions des écosystèmes naturels. Donc on est clairement dans une démarche de respect de la terre et de la nature. Et partager équitablement les ressources, ben effectivement, quand on est dans un système de jardin-forêt qui est à maturité, on a clairement un équilibre qui s'est établi entre tous les éléments, que ce soit les besoins de la faune, de la flore, des micro-organismes, des champignons. Tout le monde partage équitablement les ressources et on arrive à un écosystème qui est complètement équilibré. Je suis ensuite un peu partie à la recherche des principes de permaculture dans le jardin-forêt directement. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, d'obtenir une production, mais j'ai voulu vous mettre des exemples un peu plus concrets, euh, avec des choses notamment qui viennent de... Enfin, il y a certaines photos qui sont de mon jardin, et des choses aussi dont vous avez l'expérience, parce que j'ai vu que ça a été discuté également sur le forum, enfin sur la plateforme Discord. Du coup, le jardin-forêt, ben, on va obtenir une production de nourriture, de fruits, de graines, de feuilles, de fleurs, de sève. Je vous ai mis l'exemple des baies de goji. La deuxième photo, c'est du sedum spectabile. Donc celui-là, il vient de mon jardin et ce sont des feuilles qui sont extrêmement bonnes, que j'aime beaucoup. Ils sont très fraîches en été. C'est assez sympa à déguster. Je vous ai mis une photo de la fameuse et incontournable hémérocale que nous avons, voilà, que beaucoup d'entre nous ont déjà. Je crois que je n'ai jamais entendu une formation de jardin-forêt qui ne parle pas d'hémérocale. C'est un truc, je l'ai admis, ça doit y être, quoi. Donc, c'est une fleur comestible. Les graines, en tant que graines, ça peut être des noisettes. Il y a également des possibilités de production de sève, notamment la sève du bouleau. Je vous ai mis des photos d'arbres qui sont taillés en trogne, donc, ou d'arbres morts qui peuvent complètement constituer une production de bois de chauffage, notamment. Il y a également une photo du sol des vanniers. Et pour finir, j'ai voulu vous mettre voilà, une photo de lilas de Californie qui vient de mon jardin. C'est la petite fleur bleue là en bas.
que en fait, j'adore m'attarder pour la regarder parce que je la trouve absolument, magnifique et donc ça, c'est vraiment un pur plaisir. Pour moi, c'est une production de plaisir, d'observer, de couleurs, d'esthétique, et puis le tout avec un sentiment de résilience, également, qui nous permet de nous sentir bien, avec, le concept du jardin-forêt. Donc clairement, le principe obtenir une production, je crois qu'on est large et il y en aurait peut-être à rajouter à mon avis. Si n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je continue. Un des principes, c'est un des principes dont je vous parlais tout à l'heure. Je dois l'avouer, c'est un de mes principes chouchou, je l'adore parce qu'il peut vraiment s'appliquer à des tas de choses. Et du coup, dans le jardin-forêt notamment et dans d'autres domaines, c'est le principe qui dit en permaculture, un élément remplit toujours plusieurs fonctions et une fonction est toujours remplie par plusieurs éléments. C'est vraiment un principe très important pour assurer la pérennité du système. Ça paraît peut-être évident, mais je vais quand même l'expliquer. Si un élément remplit une seule fonction, il faut comprendre que si cette fonction est temporairement pas utilisée par le système, eh bien, l'élément ne sera pas maintenu. Donc, si le système n'a temporairement pas besoin de cette fonction, l'élément ne sera pas maintenu, puisqu'il ne remplit que cette fonction. Si une fonction est remplie par un seul élément, eh bien, si cet élément venait à être défaillant, à ce moment-là, la fonction ne peut pas être remplie et le système peut s'effondrer. Donc, pour assurer la sécurité, entre guillemets, du système et le fait qu'il doit être permanent, on fait toujours en sorte qu'un élément remplit toujours plusieurs fonctions et qu'une fonction est toujours remplie par plusieurs éléments. J'en parlais tout à l'heure par rapport à ma vie de famille. C'est quelque chose dont j'essaye de me rappeler quand je vois qu'il y a des tensions accumulées. Je me dis, non, là, c'est pas possible. Il y a un élément qui remplit plus qu'une fonction. On va rééquilibrer les choses. Ça m'aide pas mal. Dans le système jardin-forêt, je vous ai mis deux exemples, mais qui sont assez évidents, hein, mais je pense que c'est important de l'expliquer ce soir. Par exemple, typiquement, l'élément arbre, eh ben, il va avoir énormément de fonctions dans le système du jardin-forêt. Il va avoir la fonction de nourrir la faune, de servir d'habitat. Grâce à son système racinaire, il va avoir la fonction de décompacter le sol et même pour certains d'entre eux, d'aller rendre disponibles certains nutriments aux autres végétaux, notamment l'azote, pour les fixateurs d'azote. Ça va être des producteurs de biomasse grâce aux feuilles et à tout ce qu'ils vont laisser au sol. Et également, l'arbre va permettre une rétention de l'humidité et de la fraîcheur, qui est quand même importante également dans le système du jardin-forêt dont les autres vont profiter. En parallèle, la fonction nourrir dans le jardin-forêt, elle va être remplie par énormément d'éléments différents. Des fruits, des baies, des graines, des feuilles, et encore dans chacun des classes que je viens de dire, il y a énormément de diversité. Des champignons, des insectes qui vont pouvoir être dégustés par des animaux plus gros, des petits animaux qui vont pouvoir être dégustés par des plus gros animaux, etc. Donc, et encore une fois, là-dedans, il y a énormément de diversité d'animaux et d'autres éléments probablement que j'ai dû oublier. Voilà, donc pour ça, c'est clair, c'est évident, quoi. Le jardin-forêt, il respecte complètement ce principe-là. Je reviens juste sur le Discord, voir si vous avez C'est vrai que commenté. l'arbre, c'est l'exemple un peu parfait, quoi, je trouve, Ouais, de carrément. cette illustration, quoi. Qu'est-ce que C'est vrai. d'autres exemples peut-être qu'on pourrait donner? D'autres exemples, ouais. Il y a des tas d'éléments dans le jardin-forêt. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je réfléchis en même temps. Une cuve de récupération d'eau de pluie. Ah pardon, je regarde dans le forum. Ça peut aussi servir de structure tutrice. Bien sûr. Tampon thermique. Ah, c'est complet. Ouais.
Et la mare aussi, effectivement, elle a une mare récupérer l'eau, puis Carrément. nourrit, accueille tout un tas de biodiversité. Euh, ouais. Ouais, carrément. On a les animaux qui peuvent aussi servir de nourriture pour d'autres animaux, mais aussi qui, par leurs excréments et leur décomposition, vont servir à nourrir la terre, à la fertiliser. Donc eux aussi, ils ont plusieurs fonctions, hein. Ils ont des fonctions aussi de perturbateurs par rapport aux végétaux pour ouvrir la lumière ou quoi, pour aller brouter, etc. Donc il y a pas mal d'exemples en fait qu'on peut trouver en réfléchissant un peu, ouais. On se rend compte que tout est lié, en fait, surtout dans le vivant et ouais, dans la nature, tout est interconnecté. Exactement, Là où tout ce qui est industrialisé, du coup, c'est plus compliqué de faire de la permaculture en utilisant ce principe-là qui remplit plusieurs fonctions. Euh, Peut-être plus on s'éloigne du carrément. fonctionnement de la nature, moins on peut le faire. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Ah oui, oui. Non, non, je te suis là-dessus. C'est là où on se rend compte pourquoi il y a des choses qui peuvent pas durer dans le temps, quoi, hein, parce que clairement, on n'a pas sécurisé le système avec ce genre de principe et du coup, au bout d'un moment, ça s'essouffle en fait. Euh, et donc, le système ne peut pas bien réagir au changement. Donc, c'est vrai que toute cette diversité, elle amène aussi une capacité de résister au changement en fait aussi et aux perturbations. Les tuteurs font de bons perchoirs à boiseaux. Oui, effectivement, oui. Ouais, ah, super. Qui désinsectisent et enrichissent avec les fientes. Ouais. Excellent. Pas mal. Des Excellent. nichons à chauve-souris aussi pour les moustiques peut-être. Je Ouais, sais pas. ouais, carrément. Non mais merci, c'est vachement intéressant. C'est des Mm, choses aussi qui se réfléchissent, hein. mm. Carrément. Et allez, je vous lance sur le prochain. Ah, il est sympa aussi. C'est le principe de capter et stocker l'énergie. Alors ben, c'est un principe très important en permaculture. On fait toujours en sorte de capter toute l'énergie qu'on peut et de la stocker, de ne pas la perdre. Dans le cas du jardin-forêt, il s'agit surtout de l'énergie solaire que l'on va capter au travers de la photosynthèse et donc que l'on va stocker sous forme de matière organique donc végétale, hein, des arbres et des végétaux qui poussent et qui font leur propre matière, puis ensuite qui peuvent être ingérés par d'autres, nous-mêmes ou même d'autres animaux, donc c'est de la matière organique un peu animale, on va dire, qui peut même être consommée par des consommateurs secondaires. Et tout ça va se stocker sous cette forme-là. Et également, il y a une deuxième forme de stockage qui est intéressante, qui est le bois, et la combustion, et qui est récupérée ensuite par la combustion du bois. J'avais un petit peu envie de partager avec vous là-dessus une anecdote que j'ai. On a fait installer tout récemment un poêle de masse chez nous avec un monsieur artisan de l'Ariège. Et ce monsieur est très connecté permaculture. J'ai beaucoup appris avec lui. Et à la première flambée, il m'a dit une phrase qui m'est restée. Il m'a dit ben voilà, on récupère l'énergie du soleil que l'arbre avait stockée. Et j'y pensais même pas. Et il avait raison, quoi. C'est vrai qu'on récupère là toute l'énergie que l'arbre avait récupérée grâce aux rayons du soleil. Et puis on la restitue dans la maison. Donc c'était assez magique comme image, je trouve. Ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, ce qui est vraiment important dans le jardin-forêt, ben, c'est d'aller capter le moindre rayon de soleil pour aller produire de la matière organique et du bois. Et du coup, ben, c'est pour ça aussi qu'on va organiser ce jardin-forêt sous forme de strates, histoire presque d'avoir un mur en fait de végétaux qui captent absolument tous les rayons du soleil. Et donc c'est pourquoi on parle des différentes strates pour aller faire pousser des végétaux à tous les niveaux
strate arborée, arbustive basse, strate herbacée, couvre-sol, rhizosphère et la strate des grimpantes. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup quand on fait la conception d'un jardin-forêt. Je pense que d'ailleurs Simon, dans la dernière formation, tu l'avais aussi repris tout ça. Voilà, c'est une manière de stocker vraiment l'énergie du soleil. Strate aquatique. Oui, merci Meggy pour le commentaire. En fait, je n'ai pas mis la mare dans le jardin-forêt. Je ne sais pas si c'est automatiquement intégré dans le concept de jardin-forêt. J'avoue que je ne l'ai pas considéré en faisant cette présentation. Mais si on le considère, je suis complètement d'accord avec toi que la strate aquatique, elle rentre en compte. Ouais. Je ne sais pas, Simon, si... ouais. On en cite 7, mais c'est vrai qu'on peut rajouter aquatique et fongique aussi. Après, voilà, c'est vrai que le vivant, il y a pas que les plantes, hein. Donc on peut... vu qu'une mare peut elle peut être complètement intégrée au jardin-forêt, les champignons aussi, de par les mycorhizes, même la culture de champignons, on peut le considérer comme une strate finalement importante du jardin-forêt. Donc moi j'aime bien parler de la strate fongique. Et la strate aquatique, bah ouais, carrément, avec tout ce que ça comporte, c'est cohérent. On pourrait. Oui, je suis d'accord avec toi, Meggy, de ton commentaire. Je pense qu'il y a effectivement aussi des strates différentes dans la mare et que ça mériterait de s'y intéresser de plus près. J'avoue que je n'ai pas étudié ça. Donc, je ne peux pas jardin-forêt répondre en live là. Le jardin-forêt aquatique, quoi. Carrément. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes là-dedans d'ailleurs, peut-être. Je n'en connais pas beaucoup, des gens qui parlent de cette expérience-là de mare. Ouais, t'as raison, il faut se le noter. Faudrait trouver quelqu'un qui puisse venir, si dans vos connaissances, vous avez, ou même pour ceux qui voient la rediffusion, n'hésitez pas à nous conseiller des gens qui sont passionnés de mare. Ça, je pense que ça intéresserait tout le monde. Vraiment. Ouais, strate mycorhizien, fongique, ouais, mycorhizien, ouais. Ok. Ça marche. Voilà. Pour continuer, j'avais noté un principe très important qui paraît quand même aussi évident dans le jardin-forêt. Et le principe de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Et ça, c'est tout le concept de la guilde dont on parle beaucoup dans le jardin-forêt. Et l'idée d'aller utiliser les interactions naturelles des végétaux pour les faire s'entraider et créer les meilleures équipes possibles, on va dire, pour la production d'une plante. Alors moi, je ne sais pas si c'est universel ça, mais c'est vrai que dans mes formations, on m'a toujours dit que pour créer une guilde, on va choisir une des plantes de la guilde que l'on veut soutenir, donc qui sera la plante ressource, la plante pour laquelle on veut que la production soit plus importante notamment. Et on va à ce moment-là aller choisir tous les coéquipiers qui vont beaucoup l'aider dans sa production, dans sa mise à fruit, dans la qualité de ses fruits, etc. Mais du coup, qui ne sont pas forcément favorisés par rapport à la plante qu'on aura choisie. Du coup, je vous ai mis un exemple. Alors, je l'ai totalement inventé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai testé dans le jardin, mais je vous l'ai mis pour bien comprendre le concept, qu'on va travailler avec des coéquipiers, entre guillemets, sur toutes les strates, donc à différents niveaux. Et chacun va avoir des rôles différents qui vont aller aider la plante ressource. Donc là, j'ai pris l'exemple du pommier en me disant, on va prendre un pommier qui sera notre plante que l'on veut soutenir, notre végétal que l'on veut soutenir. Et on va pouvoir y rajouter sur les strates un petit peu inférieures un amélanchier qui aura pour but d'attirer les pollinisateurs, un goumi du Japon qui est en fait un fixateur d'azote, qui va pouvoir rendre accessible l'azote pour le pommier.
On peut complètement réfléchir à y rajouter une consoude. Alors, je vous avoue qu'on m'a appris dans toutes mes formations, à chaque pied de fruitier, il faut une consoude. On m'a toujours dit qu'il faut planter une consoude pour chaque fruitier, parce que c'est un des seuls végétaux qui va pouvoir amener le potassium à, à cet arbre. Et du coup, et beaucoup de biomasse également, et qui a également un rôle pour aérer, décompacter et structurer le sol. Donc, je l'ai mis là en gros parce que je pense que c'est quand même une plante de soutien dont on parle souvent. On peut également penser à la bourrache, qui va repousser les nuisibles, qui va attirer les pollinisateurs, avec également des fleurs qui sont comestibles. En strate couvre-sol, on peut penser au fraisier, qui va protéger le sol et qui va limiter l'érosion, qui serait une bonne combinaison avec de la menthe, pour également protéger le sol, mais aussi repousser les nuisibles. Et également, j'ai voulu rajouter, c'est des choses que je connais un peu, mais effectivement, j'ai pas non plus une grande expérience dans les guildes, donc je ne me permets pas d'être catégorique, hein, et si vous avez d'autres expériences, c'est avec plaisir. Mais de rajouter, pourquoi pas, la ciboulette et de l'origan, qui ont également des rôles de repousseurs de nuisibles. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos expériences parce qu'encore une fois, je ne suis pas une pro de la guilde, mais en tout cas, dans l'idée c'est vraiment d'aller utiliser leurs interactions naturelles pour créer la meilleure équipe possible. Ouais, bah écoute, la guilde, effectivement, c'est surtout la diversité en fait qui fait on arrive à créer euh, que tout arrive bien à s'enchevêtrer entre guillemets, mais c'est vrai que c'est vraiment la diversité et la densité de parce qu'après il va y avoir aussi la densité de plantation qui va faire que ça va créer une espèce d'entraide entre les plantes et de connexion justement bah, avec les mycorhizes ou quoi, mais travailler avec la nature plutôt que contre elle, c'est ça quoi. Et dans la nature, bah, en fait, il n'y a pas de distance, trop de distance entre les plantes, hein. Tout est un peu collé, etc. Donc, faut s'en inspirer. Mais la densité, ouais, moi je suis en train de réfléchir à justement voir. C'est au moins trois quatre plantes au mètre carré, quoi. Voire plus. Ouais. Hein, pour montrer un peu aux gens. Donc on a le pommier, puis de suite après on a la mélanchée qui est quasiment collée au pommier. Le goumi du Japon pas très loin, la bourrache. La consoude, effectivement, on en met partout parce que bah, ça évite de concurrencer un peu l'herbe, quoi. Enfin, ça concurrence la straterbacée qui peut être problématique, encore que. Les fraisiers, les menthes, ce sont des plantes qui marchent trop bien, mais il y a la citronnelle, il y a plein, plein d'autres plantes, quoi. C'est vrai qu'on se focalise sur les consoudes, mais si vous allez à la forêt gourmande ou explorer un peu les fruits oubliés et les plantes qu'on connaît pas, il y en a tellement, quoi, qu'on peut essayer d'aller creuser et trouver des plantes un peu plus méconnues, quoi. Parce que si tout le monde met de la consoude, on perd aussi en diversité finalement dans nos jardins, quoi. Oui. Mmh. Carrément. Mais c'est une plante facile, donc c'est vrai que ça... Oui, elle se divise très facilement. Ouais. La replanter est très facile. Mm. Après, il y a 2 sortes de consultes, hein. Moi, j'en connais 2 sortes, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais oui, comme tu dis, je pense qu'il y a tout un monde à découvrir, quoi, et à expérimenter et à tester, dans ce relationnel entre les plantes. Mm. Carrément. Il est Bah, 20h37, je sais pas si tu as encore de la présentation à faire. ouais, alors Soit je on vous fait dis, une pause, soit je sais pas. il me reste 3 diapos sur les principes et après la conclusion. Donc, Ok. Bah je sais comme pas, je comme dirais tu qu'il veux. doit rester 20 minutes. Comme vous voulez, si vous voulez faire une pause ou sinon je pense que 20 minutes, je me dis, ça peut. Ouais. Et Alors, bah allons-y, ils sont toujours là, moi je suis là, on est là. Si toi c'est ok, hein.
On y va. Oui, moi c'est bon. Ok, bon, bah, allez, on se lance, on va finir. Du coup, ben, je suis allée chercher également les principes d'utiliser les effets de bordure. Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais dans cette partie-là, je voulais rajouter ben, ce que disait un petit peu Martin Crawford, qu'on peut également créer des clairières pour avoir ben, des lisières plus ensoleillées. On va pouvoir également, par exemple, y planter des fruits qui sont beaucoup plus gourmands en chaleur, des petits fruits, je pense notamment. Ou alors, ben, penser également aux effets de bordure sur les sentiers où il va y avoir beaucoup de piétinement et ça va peut-être être l'occasion de mettre des plantes qui sont bien résistantes à cela. Une mare, comme tu disais Mélie, je pense que ça peut complètement faire partie du système et donc valoriser toute cette zone humide au sein du jardin forêt. Euh, un des, un des principes qui est très important en permaculture, évidemment, c'est ne pas produire de déchets. Bon, honnêtement, c'est assez évident que dans le jardin forêt, il n'y a pas de production de déchets. En tout cas, quand il est à maturité, ben, c'est comme un gros composteur finalement. On a une présence importante ben, de tous les micro-organismes, les champignons et tout ce qu'on appelle les espèces ingénieurs, qui sont les espèces qui vont pouvoir décomposer la matière, telles que le ver de terre, les fourmis, les larves, les limaces, enfin tout ce qu'on connaît déjà bien et qui sont très présents dans les composteurs, ben, on les retrouve finalement dans une terre très vivante, voilà, dans le jardin forêt. Donc il n'y a pas de production de déchets, tout est décomposé, redistribué et on a vraiment un écosystème quand il est à maturité. Je continue. Alors, un des principes importants dans la conception d'un système de permaculture, on en parle souvent de ce principe, c'est le fait de partir toujours des grandes structures pour aller jusqu'au détail. Cette première partie du principe, on la voit très bien notamment sur cette image. Alors, j'ai pris une photo simplement du livre de Martin Crawford qui s'appelle La forêt-jardin, dans lequel il préconise également d'aller planter en premier, en fait, ça paraît logique, mais d'aller planter tout ce qui ne pourra être difficilement modifiable. Par exemple, ben, les arbres qui font partie de la canopée, les accès qui seront très importants à mettre en place dès le début, parce qu'après, ce sera quand même un petit peu plus compliqué à, ben, à créer. Et puis ensuite, on va aller rajouter par étapes successives les strates plus basses qui sont plus facilement modifiables si on sait planter. Du coup, l'idée, c'est d'aller utiliser pour l'implantation des solutions lentes et à petite échelle, de ne pas se lancer sur des grands terrains tout de suite avec énormément de charge de travail parce que ben, c'est forcément difficile à gérer et on a un gros risque d'abandon du projet. Donc, c'est vraiment d'aller agrandir au fur et à mesure le jardin forêt par petites étapes. Après, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais moi, on m'a souvent appris qu'un système jardin-forêt, on va être sur une maturité atteinte aux environs de 10 ans. Voilà, il faut à peu près 10 ans pour arriver à une maturité du système. Donc, on est clairement sur un système par rapport à d'autres éléments et c'est du long terme, quoi. Voilà. Je regarde juste s'il y a des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la suivante. Et du coup, d'ailleurs, c'est la dernière diapo de cette partie-là. Je vous ai rajouté 2 principes qui ont beaucoup de sens également pour moi dans ma pratique de la permaculture au quotidien. Le premier, c'est intégrer plutôt que séparer. Alors, un peu en dehors du contexte du jardin-forêt, c'est quand même un principe qui est, je trouve, super en permaculture parce que ça amène toujours beaucoup de tolérance et de rassembler les choses en permaculture, même si ce sont des choses qui semblent très différentes. J'y pense parce que je sais que, par exemple, j'avais l'exemple d'un des professeurs qui avait un conflit avec un agriculteur du coin parce que, selon lui, son jardin-forêt pompait l'eau de son champ de culture.
Et donc, c'était compliqué. Et plutôt que de créer une fracture entre les deux, eh ben, ils ont proposé de créer une allée un peu plus grande entre les deux. Chacun a donné un bout de terrain. Et finalement, ils ont créé une allée dans laquelle l'agriculteur acceptait de ne pas cultiver et donc mon professeur acceptait de ne pas y mettre des arbres. Et du coup, ça a créé un peu une zone tampon en fait entre le champ de l'agriculteur et le jardin forêt. Et depuis, ben, ils s'entendent hyper bien, ils font des apéros ensemble et tout. Et je trouve que c'est assez illustrateur de, de, ce, de ce principe. L'idée, c'est vraiment d'aller toujours intégrer les points de vue différents, les différences des autres et de trouver un moyen de fonctionner ensemble. Donc voilà, c'était une petite anecdote que j'avais envie de vous partager. Dans le contexte du jardin-forêt, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des plantes qui vont avoir un certain nombre de besoins et qu'on va pouvoir, par certaines techniques, pouvoir intégrer facilement au jardin-forêt. Je pense notamment à des plantes telles que les vignes, qui vont pouvoir profiter de tuteurs naturels. Alors, dans le cas des vignes, on peut réfléchir à des tuteurs, à des arbres qui vont supporter une taille forte. Il me semble que j'avais noté le noyer, l'érable, sont des bons candidats. Je vais peut-être le vérifier après parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Mais ce sont des bons candidats pour y faire pousser des vignes. C'est quand même une technique qui est en fait très, très ancienne. Et qui a été utilisé par de nombreux agriculteurs depuis des centaines d'années. Donc, effectivement, on peut tout à fait l'utiliser dans le jardin-forêt. Il y a la possibilité également d'aller tailler certains arbres en trogne pour avoir une récolte de feuilles à hauteur d'homme. C'est par exemple, alors je pense par exemple au tilleul. Moi, je sais que je n'ai pas encore planté, mais j'ai ce problème-là parce que j'ai un terrain qui est assez petit. Le tilleul est un arbre gigantesque, donc je ne me suis pas encore lancée dans l'idée d'aller en planter un, mais j'ai très envie de pouvoir récolter des feuilles de tilleul. Et du coup, ben, je sais que c'est un arbre qui a la possibilité de supporter une taille en trogne, donc je vais peut-être, je suis en train de réfléchir à l'intégrer à mon jardin forêt en ayant une stratégie effectivement de taille à hauteur d'homme pour pouvoir récupérer régulièrement ce qu'on appelle les arbres à salade en fait, hein, pour pouvoir aller récupérer régulièrement une récolte sans pour autant avoir un arbre qui devient un arbre de canopée et qui peut poser problème. Je parlais tout à l'heure aussi de possibilité d'avoir une clairière pour cultiver des annuels au milieu d'un jardin forêt, pourquoi pas, si l'envie est là. Et enfin, le dernier principe que j'avais envie de partager avec vous, et pas des moindres, c'est un principe très important, qui est le principe de pratiquer l'autorégulation et la rétroaction, et de voir les problèmes comme des solutions. Ça paraît assez logique, mais réellement, je pense que si, en fait, clairement, être clair, mais en gros, la mise en place, la conception, autant d'un système de permaculture que d'un jardin-forêt nous amène à vivre beaucoup d'échecs. Moi, c'est mon vécu en tout cas, je pense que ce sera le vôtre aussi. Si maintenant on s'arrête à ces échecs et on n'essaie pas d'avancer, c'est clair que ce sera difficile d'obtenir des systèmes matures et autonomes. L'autorégulation et la rétroaction, ça veut dire quand même de se rendre compte de ce qui ne va pas, d'aller en sortir les données qui sont utiles pour le système et de revenir en arrière sur nos décisions et de pouvoir prendre des décisions différentes afin d'amener le système à une maturité et une pérennité. Je pense notamment à des échecs de plantation. Ça peut être complètement une perte de temps d'essayer de planter, replanter une même variété d'arbres qui ne semble pas fonctionner sur le terrain. C'est peut-être simplement un indice de la structure ou de la composition de la terre qui ne fonctionne pas avec cet arbre-là. Il faut donc aller plutôt dépenser notre énergie à aller planter complètement autre chose ou à envisager cette zone-là, en tout cas, pour une autre fonction, plutôt que d'essayer à tout prix de recommencer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation et la rétroaction. On va toujours observer,
regarder l'évolution et réajuster, continuellement réajuster les choses en permaculture et dans le système jardin-forêt. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Sans cela, je ne pense pas qu'on aurait aujourd'hui des jardins-forêts qui fonctionnent. Le problème et la solution, c'est un peu la même chose, mais en gros, ça veut dire que quand on a un problème, il ne faut pas le voir comme un problème. Et c'est vraiment important, il faut plutôt en faire profiter le système et essayer de l'utiliser pour le système. Je pense notamment je ne sais pas, par exemple, si on imagine une zone qui est extrêmement abîmée par des poules, par exemple, qui est extrêmement grattée. Bon, ben, c'est pas la zone où on va y mettre des semis, mais par contre, on va peut-être y planter des arbustes qui vont permettre aux poules de manger, comme je vous ai dit tout à l'heure, de picorer, et qui sera un espace finalement qui leur sera dédié, mais elles n'iront peut-être pas gratter ailleurs. Voilà, donc il y a moyen de toujours détourner un petit peu ces problèmes comme des choses que l'on peut utiliser. C'est quand même assez. Ça permet d'avoir un mode d'apprentissage continu qui est très rassurant en fait. Ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire avec ces deux principes-là. Moi, ça me rassure de me dire que je ne serai jamais bloquée et que je peux apprendre de tout. Et c'est vraiment un concept dans la permaculture qui m'a beaucoup touchée parce que ça nous fait avancer sans cesse et remettre en question les choses sans cesse. Donc, je trouve que c'est quand même un gros avantage de penser à ces deux principes pour arriver à des résultats sereins et résilients. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. Je reviens sur Super, c'est sur le. très inspirant. Très Ouais. inspirant. Intégrer plutôt que séparer, moi ça me fait penser aussi aux adventices, aux plantes aux mauvaises herbes, entre guillemets. Je sais pas si ça peut en faire partie, mais en gros c'est faire travailler avec, quoi. Plutôt que vouloir sans cesse les enlever, on peut essayer de les intégrer du coup au système. Et le problème et la solution, ouais, carrément, dans le jardin-forêt, les erreurs fait qu'on peut apprendre petit à petit, mais bon, c'est ouais, c'est tourner le truc à son avantage, quoi. Dans le jardin-forêt, mais ça marche, je pense, avec aussi à la vie de tous les jours, hein. Je pense que ça peut s'appliquer aussi. Exact. Hmm. C'est ça qui est intéressant. Super, bah Ouais. merci, hein. Avec grand plaisir. Je vois qu'il y a des discussions. Ouais, on est sorti un peu du truc. Ils parlent, ils sont sur les, sur les lianes, les D'accord. trognes et les lianes. Mais voilà, si tu peux continuer, si tu veux. D'accord. En fait, il me restait juste la vision à vous partager. Je vais finir comme ça, puis après, on fait le point. Du coup, moi, j'avais envie de finir en vous partageant la phrase suivante qui, pour moi, a beaucoup de sens. Le jardin-forêt appelle à la permaculture autant que la permaculture appelle au jardin-forêt. C'est un peu le ressenti de toute cette analyse que j'ai faite. Vous dire qu'effectivement, le jardin-forêt est lui-même un système résilient et producteur qui respecte l'éthique et les principes de la permaculture. Et à une autre échelle, le jardin-forêt est un élément qui, pour moi, aujourd'hui, est incontournable dans un système de permaculture. Il est interconnecté avec d'autres éléments pour former un ensemble cohérent et résilient. Voilà. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre participation. C'était très agréable pour moi de faire cette présentation avec vous. Ben, merci à toi surtout. Ouais, c'est un sacré travail et effectivement, ouais, le jardin-forêt appelle à la permaculture, tout à fait, autant que l'un que l'autre. C'est marrant parce que moi je connais pas tellement la permaculture, j'ai pas approfondi tout ça, mais je me rends compte qu'en fait, effectivement, c'est très lié. Le jardin-forêt est très lié à la permaculture finalement, et il y a des choses que je fais sans m'en rendre compte, mais du coup, comme tu les as expliquées, on comprend mieux, on comprend mieux les choses. Et ce concept-là, ouais. Ouais, bah, merci, merci beaucoup en tout cas. J'ai appris plein de trucs et c'était super. Je sais pas ce que vous en avez pensé les Avec, autres, mais en tout cas, merci, merci à toi.
Merci à vous tous et ça me fait très plaisir ce que tu viens de me dire et pour, compléter ce que tu as dit, quand j'ai fait le CCP de permaculture, il y avait toute une journée consacrée au jardin forêt, hein, sur 12 jours, donc c'est pas rien non plus. Ah ouais, d'accord. Du coup oui, oui, c'était consacré au jardin forêt, tout à fait. Et c'était où ça du coup? Ouais, c'était où Le c'est? CCP que j'ai fait de permaculture, il était à la ferme de la Bouzigue qui est, après Blagnac, au nord de Toulouse et il est mutualisé entre différents formateurs. Il y en avait 5 qui ont chacun leur association, donc chacun aussi avec leur spécialité. Et donc ils intervenaient et faisaient intervenir également d'autres intervenants. Et donc je le recommande vraiment. Je suis passée, l'association par laquelle je suis passée pour m'inscrire, c'est les Bosquets Fantastiques, qui est dirigée par Sarah Reynard, au nord de Toulouse, et qui est également une super professeure. Je le recommande beaucoup. Ok, super. Bah, ça fait des recommandations effectivement pour les gens qui sont dans le coin. Et Ouais, carrément. ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions, les amis. Euh, voilà, mais en tout cas, Je, c'était top. ouais, je lis un petit peu les commentaires, mais je crois qu'ils sont en train de. Ah oui, non, oui, le rythme grélonien. Ok. Ouais, ouais, Bon, bah, bah, des échecs, c'est écoutez, sûr que il y en a plein. Quand on jardine, bah là, ça pose pas tout le temps. Ça fait partie de la nature. De toute façon, les plantes meurent pour donner la vie derrière. Ça fait partie de la succession, donc faut faire avec, quoi. Faut faire avec. carrément. Ok, bah écoute, je vous propose de clôturer cet atelier. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra relayer sur le serveur, faire vivre le serveur. Merci, merci Alicia, merci à tout le monde. Et puis, Avec plaisir, merci. et puis voilà, si vous avez des idées de futurs ateliers à faire. Bon, j'ai noté la mare et la production et la cuisine. Production de récolte et cuisine et un atelier sur la mare. Ouais, 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 je vais essayer de regarder tout ça. Je vais mettre les prochaines dates et trouver des gens aussi qui veulent bien partager tout ça. Merci beaucoup. Carrément, merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bah, on se retrouve une prochaine fois. Allez, bye Avec bye. plaisir. Merci tout le Au monde. revoir. Bisous. Ciao.